Chapitre 2. Le lion du désert. Lieu, Alger, studio de la télévision nationale. Date, 2 juin 2027. L'action, la chaleur d'Alger, en ce début d'été 2027, n'était pas seulement climatique, elle était lourde, poisseuse, suffocante, chargée d'une électricité statique qui hérissait le poil des chats de gouttière tapis dans les recoins obscurs de la Casbah et vidait les boulevards habituellement saturés de voitures fumantes, de klaxons impatients et de vendeurs de limonade à la sauvette. Les trottoirs, d'ordinaire grouillants de vie, semblaient avoir été abandonnés par leurs occupants, comme si la population entière avait pressenti que quelque chose d'inévitable et de terrible était sur le point de se produire. Les volets métalliques des boutiques étaient à moitié baissés, les terrasses des cafés désertées malgré l'heure de pointe. Même les mouettes, ces pillards habituels qui tournoient au-dessus du port en poussant leurs cris stridents, s'étaient tues, perchées sur les lampadaires comme des sentinelles inquiètes observant la ville retenir son souffle. Dans le studio 1 de l'établissement public de télévision EPTV, situé au 3e étage d'un bâtiment brutaliste en béton armé construit durant les années boumédiennes, la climatisation tournait à plein régime depuis maintenant 4 heures, ses ventilateurs vrombissant comme des turbines d'avion, mais le technicien son, un jeune homme maigre prénommé Rachid, qui n'avait jamais connu pareille tension en 10 ans de carrière, suait à grosses gouttes qui dégoulinaient le long de ses tempes et venaient tacher le col de sa chemise blanche froissée. Personne n'osait respirer trop fort. Le silence était total, presque sacré, seulement troublé par le bourdonnement imperceptible des projecteurs halogènes de 2000 watts braqués sur le bureau en acajou massif qui avait été installé à la hâte dans l'après-midi, remplaçant le décor habituel du journal de 20 heures avec son fond bleu pâle et sa carte de l'Algérie en relief. Ce bureau, transporté depuis les bureaux de la présidence dans des conditions de sécurité maximale, était une pièce impressionnante, un meuble colonial d'époque française, massif, imposant, avec des poignées en laiton ciselées et des incrustations de cuir vert sombre sur le plateau. Il pesait certainement plus de 200 kilos et avait nécessité 6 hommes pour être hissé jusqu'au studio. Assis derrière ce bureau magistral, le général Karim Saïdi ne suait pas. Il était un bloc de granit taillé dans la roche millénaire du Hogar, une montagne humaine forgée par 35 années passées dans les services de renseignement militaire, les opérations spéciales dans le sud, les purges internes, les négociations secrètes dans les arrière-salles du pouvoir. Son uniforme vert olive était immaculé, parfaitement ajusté à sa carrure athlétique malgré ses 53 ans, chaque pli repassé avec une précision chirurgicale qui trahissait soit une obsession maladive du détail, soit la main experte d'un adjudant-chef rompu aux standards militaires les plus stricts. Sur son torse large comme une portière de blindés soviétiques T-72, 3 rangées compactes de décorations scintillaient sous les feux violents des projecteurs, médailles de bravoure militaire gagnées durant la guerre des frontières avec le Maroc, étoile du mérite patriotique, ruban commémoratif des campagnes antiterroristes dans les montagnes kabyles. Mais ce n'étaient pas ces médailles qui captaient véritablement l'attention de quiconque se trouvait dans la pièce. C'étaient ses yeux, noirs impénétrables, profonds comme des puits sans fond, fixant l'objectif de la caméra centrale Sony Betacam avec l'intensité concentrée d'un prédateur millénaire, attendant patiemment, sans le moindre mouvement inutile, que sa proie sorte enfin des hautes herbes où elle se croit en sécurité. Antenne dans 5, 4, 3, le chef de plateau, un homme bédonnant d'une 50aine d'années qui avait couvert toutes les grandes émissions politiques depuis des dizaines d'années, fit le décompte réglementaire avec les doigts, sa main droite tremblant légèrement malgré ses efforts pour maintenir une apparence de professionnalisme. Son front était perlé de sueur. Il avait reçu l'ordre ce matin même, transmis par un colonel qu'il n'avait jamais vu auparavant et dont le regard glacial ne laissait aucune place à la discussion. Ce soir, vous diffusez ce que le général dira. Aucune coupure, aucune question, aucun commentaire. Est-ce clair ? C'était très clair. Le voyant rouge de la caméra s'alluma avec un petit déclic métallique presque inaudible qui résonna pourtant comme un coup de feu dans le silence oppressant du studio. Saïdi ne scilla pas. Il ne tourna pas la tête vers le prompteur installé de chaque côté de la caméra. Il n'avait pas besoin de prompteur. Il connaissait ce texte par cœur, il le répétait mentalement depuis 10 ans, l'affinant phrase par phrase, pesant chaque mot comme un orfèvre pèse l'or, anticipant chaque réaction, calibrant chaque silence. Ce discours était le fruit de milliers d'heures de préparation, de dizaines de réunions clandestines, avec ses officiers les plus fidèles, de nuits blanches passées à imaginer ce moment précis. Le discours Saïdi marqua une pause délibérée, méticuleusement chronométrée, laissant ses derniers mots planer, flotter, s'installer comme une brume toxique dans l'air vicié et surchauffé du studio où la tension électrique était devenue presque palpable, tangible, suffocante. Les secondes s'égrenèrent avec une lenteur insoutenable. Dans la régie, le réalisateur Hamza campa mentalement 1, 2, 3, 4 secondes de silence absolu qui devait sembler une éternité pour les millions de téléspectateurs collés à leurs écrans dans tout le pays. Puis, avec la précision calculée d'un maître d'échecs déplaçant sa pièce maîtresse, Saïdi se pencha légèrement vers la caméra centrale, réduisant imperceptiblement la distance qui le séparait de l'objectif. Le mouvement était infime,
à peine perceptible pour quiconque se trouvait physiquement dans le studio, quelques centimètres tout au plus, mais à l'écran, capté par le zoom serré de la caméra et amplifié par la focale, il donna l'impression saisissante et dérangeante d'envahir littéralement le salon de chaque téléspectateur, de franchir la barrière protectrice du tube cathodique pour venir s'installer physiquement dans l'intimité des foyers algériens. Sa voix changea radicalement de timbre, comme un acteur passant d'un registre à un autre avec une maîtrise absolue. La gravité solennelle et fin du deuil institutionnel, cette tonalité mesurée et compassée qu'il avait adoptée pour annoncer la démission présidentielle, s'effaça complètement, balayée d'un coup, pour laisser place à une ferveur froide, métallique tranchante comme une lame de rasoir fraîchement aiguisée. C'était la voix d'un homme qui n'avait plus besoin de dissimuler ses véritables intentions, qui pouvait enfin dévoiler son vrai visage après des années passées dans l'ombre des coulisses du pouvoir. Mais ce changement que j'annonce ce soir, poursuivit-il avec une intensité croissante qui faisait vibrer chaque syllabe, n'est pas qu'une simple question de personne, de transmission de pouvoir d'un homme à un autre selon les protocoles constitutionnels habituels. Non, c'est bien plus profond, bien plus fondamental. C'est une question de survie nationale, de préservation de notre souveraineté, de protection de notre dignité bafouée depuis trop longtemps. Pendant des décennies, pendant que les bureaucrates corrompus et les politiciens vendus se prélassaient dans leurs villas de Hydra et de Ben Aknoun, l'Algérie a été réduite au rôle de docile réservoir énergétique de l'Occident impérialiste. Un simple robinet qu'on ouvre et qu'on ferme selon les besoins des puissances étrangères. Nous avons chauffé leurs hivers rigoureux, leurs appartements parisiens, leurs villas milanaises, leurs chalets suisses, pendant que nos propres frères, nos propres enfants grelottaient dans les montagnes glaciales des Aurais, dans les mechtas isolés de Kabylie, dans les douars oubliés du Sud. Nous avons alimenté consciencieusement leurs usines rutilantes, leurs industries prospères, leurs économies florissantes, pendant que nos jeunes diplômés, nos ingénieurs formés dans nos universités, nos techniciens qualifiés chômaient honteusement sur les trottoirs défoncés d'Alger, à Bab el-Oued, à Belcourt, à Hussein-Dey, obligés de mendier un visa pour fuir vers ces mêmes pays qui les exploitent. Il leva un index accusateur, osseux, impérieux vers l'objectif de la caméra, comme un prophète dénonçant les péchés d'une civilisation décadente. Son doigt pointé semblait transpercer l'écran, viser personnellement chaque spectateur, chaque citoyen, exigeant son attention absolue, sa soumission totale. Ils appellent cela, avec leur hypocrisie légendaire, leur cynisme affiché, coopération internationale, partenariat équilibré, relations mutuellement bénéfiques. Ils nous abreuvent de jolis discours sur la coopération Nord-Sud, sur le développement partagé, sur les accords gagnant-gagnant. Des mots creux, des formules vides, des mensonges diplomatiques répétés ad nauseam dans les chancelleries européennes. Moi je refuse ce vocabulaire aseptisé destiné à masquer la réalité brutale. Moi j'appelle les choses par leur nom véritable. J'appelle cela du pillage pur et simple, du néocolonialisme déguisé, de l'exploitation systématique, du vol organisé à l'échelle continentale. Ils nous parlent avec condescendance de droits de l'homme, de démocratie, de liberté d'expression, de respect des minorités, tout en aspirant méthodiquement notre sang noir, notre or noir, notre richesse souterraine à des prix dérisoires, scandaleusement bas, criminellement injustes. Ils signent des contrats léonins avec des gouvernements corrompus, ils soudoient nos élites pourries, ils achètent nos responsables véreux, et ensuite ils viennent nous donner des leçons de morale depuis leur capitale arrogante. Cette époque honteuse, cette période d'humiliation nationale, ce temps du mépris est définitivement révolu, terminé, aboli, effacé de notre histoire. Il marqua une nouvelle pause théâtrale, observant l'effet de ses paroles, savourant le pouvoir de ses mots. Puis, avec une lenteur délibérée qui amplifiait la dimension symbolique du geste, il prit une feuille de papier officielle posée soigneusement devant lui sur le bureau d'acajou, la souleva délicatement au-dessus du plateau comme un trophée conquis, et la déchira en deux d'un geste sec, violent, brutal, sans la moindre hésitation. Le bruit du papier épais se déchirant claqua comme un coup de fouet cinglant dans le silence religieux du studio, amplifié par les micros hypersensibles, résonnant dans les enceintes comme une détonation symbolique. À compter de cette minute précise, de cette seconde historique, déclara-t-il avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation, je décrète solennellement par la puissance des pouvoirs qui me sont désormais conférés par la nécessité nationale et la volonté du Haut Conseil de sécurité, l'annulation immédiate, totale et définitive de tous les contrats d'exportation énergétique actuellement en cours avec les compagnies étrangères qui pillent notre sous-sol depuis l'indépendance. Total avec leurs installations à Hassim et Saoud, Eni avec leurs plateformes offshore, Naturi et leurs gazoducs transméditerranéens, BP, Shell, Repsol, toutes ces multinationales voraces qui ont fait fortune sur notre dos, c'est fini, terminé, révoqué. Les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, le condensat, tout ce qui sort du ventre de notre terre millénaire, tout ce qui jaillit du sable béni de notre Sahara, c'est le sang vital de cette nation, la richesse léguée par Allah à ce peuple, et ce sang sacré appartient exclusivement aux Algériens, au peuple algérien souverain et aux Algériens seuls.
Plus jamais nous ne laisserons des étrangers s'enrichir sur notre patrimoine national. Un frisson glacial, presque visible, parcourut l'équipe technique pétrifiée comme si un courant électrique de haute tension venait de traverser leur corps. Les regards se croisèrent, incrédules, terrifiés, sidérés. Le technicien son Rachid sentit ses mains trembler sur sa console de mixage. L'assistante réalisatrice porta inconsciemment sa main à sa bouche pour étouffer un cri de stupeur. Ce que le général venait de dire, de décréter, d'annoncer Urbi et Orbi équivalait ni plus ni moins à une déclaration de guerre économique frontale contre toute l'Europe du Sud, contre la France, l'Italie, l'Espagne, contre les puissances méditerranéennes qui dépendaient vitalement du gaz algérien pour leur approvisionnement énergétique. C'était du suicide diplomatique caractérisé, une rupture brutale de tous les équilibres géopolitiques patiemment construits depuis l'indépendance. Ou alors, et c'était encore plus vertigineux à envisager, c'était le coup de poker le plus audacieux, le plus téméraire, le plus fou de toute l'histoire tumultueuse du Maghreb post-colonial. Un pari insensé sur la dépendance européenne, un chantage à l'échelle continentale qui pouvait soit propulser l'Algérie au rang de puissance régionale incontournable, soit précipiter le pays dans un isolement catastrophique et des sanctions économiques dévastatrices. Saïdi sourit pour la première fois depuis le début de son allocution, ses lèvres minces s'étirant lentement sur ses dents parfaitement alignées. Un sourire inquiétant qui n'avait absolument rien de joyeux, rien de chaleureux, rien d'humain. C'était le sourire satisfait d'un joueur d'échecs qui vient de placer son adversaire en position de mat inévitable, le sourire carnassier d'un prédateur qui observe sa proie prise au piège et qui sait qu'elle n'a plus aucune échappatoire possible. Aujourd'hui, en cette soirée du 15 juin 2027 qui restera gravée dans les annales de notre nation glorieuse, commence officiellement ce que j'ai décidé d'appeler la renaissance de la fierté algérienne. Une nouvelle ère, un nouveau départ, une nouvelle Algérie. Nous ne mendierons plus jamais le respect des nations qui nous méprisent. Nous ne quémanderons plus leur reconnaissance. Nous ne supplierons plus leur considération. Nous le prendrons de force, ce respect qu'ils nous doivent. Nous l'arracherons s'il le faut. Nous l'imposerons par notre détermination inébranlable. L'Algérie n'est plus, ne sera plus jamais une vulgaire station-service au service de l'Occident décadent. Elle n'est plus un comptoir colonial. Elle n'est plus un protectorat déguisé. Non, elle est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, le lion du désert, le gardien du Maghreb, la puissance du Sud, et le lion, mes frères et sœurs, le lion a faim, le lion a soif de justice. Le lion est prêt à rugir et à montrer ses crocs à quiconque oserait encore défier sa souveraineté. Le général se figea dans une immobilité de statue, fixant intensément la caméra avec ses yeux de prédateur, maintenant ce regard hypnotique jusqu'à ce que, après ce qui sembla une éternité oppressante, le signal soit finalement coupé par le réalisateur qui avait reçu l'ordre strict de ne pas interrompre l'allocution avant que Saïdi n'en donne lui-même le signal. Dès que le voyant rouge de la caméra s'éteignit avec un petit clic métallique, le sourire glacial qui barrait le visage du général disparut instantanément, s'évaporant comme s'il n'avait jamais existé, laissant place à une expression totalement neutre, vide, impénétrable. Il se leva avec une économie de mouvement caractéristique, lissa méticuleusement sa vareuse verte olive dont il vérifia machinalement que tous les boutons étaient correctement alignés, ajusta ses médailles qui scintillaient sous les projecteurs encore brûlants, et sortit du plateau d'un pas martial, régulier, implacable, sans un regard, sans un mot, sans le moindre signe de reconnaissance pour les techniciens pétrifiés, les cadreurs tétanisés, l'équipe entière figée dans un mélange de terreur respectueuse et d'incrédulité absolue, laissant derrière lui dans son sillage une onde de choc psychologique et géopolitique qui, avant même qu'il n'ait atteint la sortie du bâtiment de l'EPTV, commençait déjà à faire trembler les salles de marché des bourses mondiales, de Paris à Londres, de Milan à Madrid, de Francfort à New York, où les traders affolés voyaient les cours du pétrole et du gaz naturel s'envoler de 15% en l'espace de quelques minutes, tandis que les chancelleries européennes convoquaient des réunions d'urgence en pleine nuit pour tenter de comprendre ce qui venait de se passer dans cette ancienne colonie française qui venait de leur déclarer la guerre économique. Le séquette, dès que les lourdes portes insonorisées du studio, épaisses de 15 cm et recouvertes de panneaux acoustiques en mousse alvéolée grise, se refermèrent lourdement sur ses talons avec un bruit sourd et définitif qui isola immédiatement l'espace du couloir du bourdonnement des équipements électroniques restés allumés dans le plateau. La posture rigide de statue du commandeur que Saïdi avait maintenue durant toute l'allocution s'affaissa imperceptiblement, presque indétectablement pour un île non averti, mais suffisamment pour que ses épaules perdent quelques millimètres de leur port militaire impeccable. Il passa une main large, calleuse, légèrement tremblante malgré lui sur son front soudainement moite, couvert d'une fine pellicule de transpiration qui commençait tout juste à perler sous l'effet du stress post-traumatique de la performance qu'il venait d'accomplir. L'adrénaline, cette drogue naturelle qui avait alimenté son discours, qui avait électrisé chaque mot prononcé, qui avait donné à sa voix cette intensité magnétique et terrifiante, refluait maintenant brutalement, se retirant de son système sanguin comme une marée descendante, laissant place à une lucidité tranchante, cristalline, presque douloureuse dans sa clarté absolue. Il venait de franchir le Rubicon.
Il venait de défier les puissances occidentales. Il venait de jouer sa vie, l'avenir de son pays, la stabilité de toute une région sur un seul coup de dés. Et maintenant, dans le silence du couloir désert, la magnitude de ce qu'il venait d'accomplir commençait à peser sur ses épaules comme un fardeau de plomb. Il traversa d'un pas encore martial mais légèrement moins assuré le couloir VIP, ce passage recouvert d'une épaisse moquette bordeaux à motifs géométriques dorés qui étouffait le bruit de ses bottes militaires cirées, un corridor habituellement grouillant d'assistants zélés, de conseillers nerveux, de gardes du corps imposants et de personnel technique s'affairant dans tous les sens, mais qui avait été méthodiquement vidé de tout personnel civil par ses services de sécurité 2 heures avant le début de l'émission. Transformé en zone stérile, où seuls quelques soldats triés sur le volet montaient une garde silencieuse à intervalles réguliers, le visage impassible, les armes chargées. Au bout du couloir qui s'étendait sur une 50aine de mètres, après avoir passé devant les portraits officiels encadrés des présidents successifs de l'Algérie indépendante, qui ornaient les murs lambrisés de bois sombre, dans la loge présidentielle réservée habituellement aux chefs d'État en visite officielle, une pièce spacieuse de 30 mètres carrés meublée avec un luxe discret mêlant mobilier colonial français et touches décoratives orientales, un homme l'attendait patiemment installé confortablement comme s'il était chez lui. Viktor Karkarov ne ressemblait absolument pas à l'image convenue d'un diplomate conventionnel, à ces bureaucrates compassés et fades qu'on croise dans les cocktails d'ambassade, affublés de leurs costumes ternes et de leurs sourires professionnels insipides. Avec son costume 3 pièces gris requin taillé sur mesure dans les ateliers prestigieux de Savile Row à Londres par un tailleur italien qui comptait parmi sa clientèle des oligarques russes, des princes saoudiens et des magnats de la finance, avec sa cravate en soie grenat nouée avec une élégance désinvolte, ses boutons de manchette en platine massif ornés de l'aigle bicéphale russe, et ses cheveux argentés coupés courts en brosse militaire, qui révélaient un front large et intelligent, il avait l'allure inquiétante et fascinante d'un prédateur financier évoluant dans les plus hautes sphères du pouvoir mondial, un mélange dérangeant d'élégance occidentale et de brutalité slave. Il était confortablement assis dans un profond fauteuil club en cuir Chesterfield couleur cognac, les jambes croisées avec une nonchalance étudiée qui trahissait une assurance absolue dans sa position, pianotant avec des gestes précis et économes sur une tablette sécurisée de fabrication russe, équipée d'un système de cryptage militaire supposé inviolable, même par la NSA américaine, consultant probablement en temps réel les réactions des marchés financiers internationaux à l'allocution qui venait d'être diffusée. À l'entrée fracassante du général dans la loge, entrée accompagnée d'un courant d'air qui fit légèrement vaciller la flamme des bougies parfumées disposées sur une console d'acajou, le Russe leva les yeux de son écran avec une lenteur calculée, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres minces, se leva avec une grâce féline surprenante pour un homme de sa corpulence et de son âge. Il devait approcher la soixantaine bien que son visage parfaitement entretenu, probablement grâce à des soins esthétiques discrets pratiqués dans les meilleures cliniques suisses, ne révéla aucune ride profonde et applaudit lentement, théâtralement. 3 claquements lents, mesurés, espacés, qui résonnèrent dans le silence feutré de la pièce comme des coups de marteau sur une enclume. Chaque applaudissement était une déclaration en soi, un commentaire ironique et admiratif à la fois. Magistral, Karim. Absolument magistral, déclara Karkarov dans un français impeccable teinté d'un léger accent slave, qui roulait les rers et appuyait légèrement sur certaines consonnes, un accent qui ajoutait une dimension exotique et dangereuse à ses paroles. Winston Churchill, en personne, avec toute sa maîtrise de la rhétorique guerrière et son génie de la formule qui frappe les esprits, n'aurait pas fait mieux pour annoncer l'apocalypse avec une telle élégance brutale. J'ai suivi votre performance sur l'écran plasma de la suite, et je dois vous avouer que j'ai été littéralement subjugué. La pause avant le déchirement du contrat, un chef du vèvre de mise en scène. Le coup du lion du désert, du grand art populiste. Vous avez touché toutes les cordes sensibles de l'âme algérienne, la fierté blessée, l'humiliation historique, le ressentiment post-colonial, la soif de revanche. C'était du Leni Riefenstahl version Maghreb. Poutine lui-même va vouloir étudier cette allocution dans ses cours de communication politique au Kremlin. Saïdi grogna sourdement en guise de réponse, un grognement guttural qui pouvait exprimer aussi bien la satisfaction que l'irritation face à ces compliments peut-être trop appuyés, trop mielleux, et se dirigea d'un pas lourd vers le bar d'acajou massif sculpté qui occupait tout un pan de mur surmonté d'un miroir vénitien ancien dans un cadre doré baroque, pour se servir un grand verre d'eau minérale fraîche puisée dans une carafe en cristal de Bohême, posée sur un plateau d'argent ciselé. Il ignora ostensiblement, avec un mépris délibéré qui n'échappa pas à son interlocuteur, la bouteille de vodka beluga noble de collection, au reflet opalescent dans sa bouteille givrée ornée de dorures, posée bien en évidence sur le comptoir du bar à côté d'un seau à glace en argent massif et de verre à liqueur en cristal taillé, un cadeau diplomatique d'une valeur de plusieurs milliers de dollars offert par son invité russe lors de leur première rencontre secrète 3 mois auparavant dans une datcha isolée près de Moscou. Les Français vont hurler comme des chacals blessés, lâcha le général d'une voix rauque en buvant d'un trait son verre d'eau glacée, qui lui brûla presque la gorge tant elle était froide.
laissant quelques gouttes rouler sur son menton qu'il essuya d'un revers de main peu élégant. Leur ministre des Affaires étrangères va convoquer notre ambassadeur à Paris dans l'heure qui vient pour lui passer un savon monumental, peut-être même l'expulser. Les Espagnols, ces éternels pleurnichards qui ne savent que se lamenter sur leur sort, vont pleurer et gémir en invoquant les accords bilatéraux signés durant les années González. Et les Italiens, ces maîtres de la gesticulation diplomatique et du drame politique, sont probablement déjà en train, à cette minute précise, de convoquer une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, de mobiliser leurs alliés européens, de faire pression sur le secrétaire général, de brandir le spectre des sanctions internationales et de l'isolement diplomatique. Il reposa brutalement son verre vide sur le comptoir du bar avec un bruit sec. « Vous êtes vraiment sûr de votre coup, Victor ? Si l'OTAN, cette machine de guerre qui a écrasé Saddam Hussein en quelques semaines à peine, décide de bouger militairement, d'envoyer sa 6e flotte croisée au large d'Alger, de déployer ses porte-avions dans la Méditerranée occidentale, de mobiliser ses bases en Espagne et en Italie, nous ne tiendrons pas 3 jours face à leur supériorité aérienne écrasante. Nos MiG-29 soviétiques déjà vieillissants ne feront pas le poids contre leurs F-16 et leurs Mirage de dernière génération. Nos défenses côtières seront pulvérisées par les missiles de croisière Tomahawk tirés depuis leurs destroyers. Et moi je finirai soit pendu sur la place des Martyrs par une foule en colère qu'on aura retournée contre moi, soit exfiltré honteusement vers Moscou pour y vivre le reste de mes jours en exil doré, humiliant. » Karkarov eut un petit rire sec, cassant, totalement dénué de joie véritable, un rire cynique de joueur d'échecs professionnel qui a déjà calculé les 20 prochains coups et qui sait que son adversaire est déjà en position de défaite sans même s'en rendre compte. Il posa délicatement sa tablette sur la table basse en marbre noir veiné de blanc et s'approcha de Saïdi, avec des pas mesurés, réduisant progressivement l'espace vital entre eux jusqu'à se trouver à moins d'1 mètre du général, assez près pour que celui-ci puisse sentir son haleine légèrement mentholée, probablement due à des pastilles contre la mauvaise haleine qu'il suçait régulièrement. Son parfum, un mélange entêtant et sophistiqué de cuir russe, de tabac blond froid, de bois de cèdre et d'une touche subtile d'agrumes amers, probablement une fragrance exclusive créée spécialement pour lui par une maison de parfumerie artisanale de Grasse, était puissant, presque agressif dans son intensité, envahissant l'espace olfactif avec une autorité qui reflétait la personnalité de son porteur. « L'OTAN, mon très cher ami algérien, » siffla Karkarov entre ses dents parfaitement alignées et d'une blancheur éclatante, qui contrastait avec le bronze de sa peau légèrement hâlée par des séjours réguliers dans sa villa de la Côte d'Azur, n'est aujourd'hui rien d'autre qu'une vieille dame arthritique, paralysée par ses dissensions internes, ses rivalités nationales, ses débats interminables sur les procédures à suivre et les protocoles à respecter. Une bureaucratie militaire sclérosée qui a perdu tout sens de l'urgence stratégique. Elle mettra au minimum 3 semaines, probablement 1 mois complet, simplement pour réunir son Conseil de l'Atlantique Nord, pour obtenir un consensus entre Américains qui ne veulent plus jouer les gendarmes du monde, Français qui ont leurs propres intérêts divergents au Maghreb, Allemands pacifistes qui refuseront toute action militaire, Britanniques préoccupés par leurs problèmes post-Brexit, Turcs qui joueront leur propre partition néo-ottomane, pour rédiger péniblement une lettre de protestation vigoureuse bourrée de formules diplomatiques creuses qui ne fera peur à personne. D'ici là, le froid de décembre et de janvier, ce général hiver qui a vaincu Napoléon et Hitler, aura largement fait le travail à notre place mieux que n'importe quelle armée. Quand les températures chuteront à moins 10 degrés dans les capitales européennes, quand les centrales électriques tomberont en panne faute de gaz, quand les usines devront fermer leurs chaînes de production, quand les hôpitaux ne pourront plus chauffer leurs services de néonatologie, quand les écoles seront fermées, quand les émeutes s'éclateront dans les banlieues glacées, croyez-moi que les gouvernements européens seront bien trop coupés à gérer leur crise intérieure pour penser à vous bombarder. Ils viendront ramper, supplier, négocier à genoux pour que vous rouvriez les vannes. Et là, vous pourrez dicter vos conditions. L'émissaire du Kremlin, cet homme mystérieux dont le vrai nom n'était probablement pas Viktor Karkarov, et dont le passé opaque comportait selon les rumeurs des années passées au KGB puis au FSB, peut-être même des opérations clandestines en Afghanistan, en Tchétchénie, au Moyen-Orient, s'approcha encore davantage de Saïdi, réduisant l'espace vital entre eux à quelques dizaines de centimètres à peine, une proximité physique qui aurait été considérée comme agressive dans la plupart des cultures, mais qui dans le langage corporel slave exprimait une forme d'intimité conspiratrice, de complicité dans le crime qui allait être commis ensemble. Ses yeux gris acier, froids comme la steppe sibérienne en hiver, plongèrent dans ceux du général avec une intensité hypnotique qui forçait la sincérité, ou du moins son apparence. Moscou tient toujours sa parole, articula-t-il lentement, détachant chaque syllabe pour leur donner plus de poids, contrairement à ces occidentaux perfides qui promettent monts et merveilles avant de se dérober lâchement quand il faut passer à l'action. Le Kremlin n'abandonne jamais ses alliés. Nos sous-marins nucléaires d'attaque de classe Yazen, les plus silencieux et les plus mortels jamais construits, équipés de missiles de croisière calibre capables de frapper n'importe quelle cible à 2000 km de distance avec une précision métrique,
sont déjà discrètement positionnés depuis 48 heures au large de Toulon, où mouille la flotte méditerranéenne française, et de Naples, où est basée la 6e flotte américaine, prêts à surgir des profondeurs pour dissuader de manière extrêmement convaincante toute velléité d'intervention navale intempestive de la part de vos anciens maîtres coloniaux. Vous avez le champ totalement libre pour manœuvrer comme bon vous semble, vous êtes protégé par le parapluie nucléaire russe. Qui osera vous toucher sachant que Moscou est derrière vous? Personne. Absolument personne. Et pour l'opération Van Klaus, demanda Saïdi d'une voix soudainement plus basse, presque chuchotée, comme si même dans cette pièce sécurisée et balayée électroniquement chaque jour pour détecter d'éventuels micros-espions, il craignait que des oreilles indiscrètes ne captent ces mots qui constituaient la partie la plus secrète, la plus criminelle peut-être, de leur plan machiavélique. Les ingénieurs de Gazprom, ces techniciens triés sur le volet pour leur loyauté absolue envers le régime et leurs compétences exceptionnelles dans les infrastructures gazières, une équipe de 23 spécialistes dirigée par l'ingénieur en chef Dimitri Volkov, qui a supervisé personnellement la construction du gazoduc Nord Stream, répondit Karkarov avec un sourire carnassier, un rictus de satisfaction pure qui dévoila ses canines légèrement proéminentes et lui donna momentanément l'apparence d'un loup contemplant un troupeau de moutons sans défense, sont arrivés discrètement à Assi Hermel, votre gigantesque complexe gazier du désert qui alimente tous les gazoducs vers l'Europe, ce matin même à l'aube, transporté dans un Ilyushin cargo militaire qui a atterri sur la piste réservée sans passer par les contrôles douaniers habituels grâce aux autorisations spéciales que vous avez fait délivrer. Ils prendront le contrôle opérationnel complet des terminaux de compression et des stations de pompage à exactement minuit ce soir, à l'heure où les équipes locales seront réduites au minimum à cause du changement de quart. Officiellement, leur présence sera justifiée par une opération de maintenance technique d'urgence rendue nécessaire par des problèmes de corrosion détectés dans les conduites principales. Officieusement, le robinet sera littéralement soudé en position fermée par des procédés métallurgiques qui rendront toute réouverture impossible sans leur accord. Les systèmes de contrôle informatique seront reprogrammés avec des codes d'accès russes. L'Europe, cette Europe arrogante et donneuse de leçons qui vous a humilié pendant 132 ans de colonisation puis de néocolonialisme masqué, va enfin apprendre ce que signifie réellement l'hiver, un vrai hiver russe, glacial, mortel, impitoyable. Saïdi hocha lentement la tête, ses traits durs éclairés par la lueur tamisée des lampes art déco qui diffusaient une lumière dorée et chaleureuse contrastante avec la froideur de la conversation, rassuré malgré lui par la puissance presque palpable qui émanait du russe, par cette aura de force tranquille et de détermination absolue qui caractérise les représentants d'une superpuissance habituée à imposer sa volonté sur la scène internationale, sans se soucier des protestations hypocrites des organisations internationales. Il venait de vendre son âme au diable, certes d'hypothéquer l'indépendance de son pays en échange de la protection russe, de transformer l'Algérie en pion sur l'échiquier géopolitique du grand jeu entre Moscou et l'Occident, mais le prix du moins à cet instant précis dans l'euphorie grisante du pouvoir fraîchement conquis, semblait largement en valoir la peine. Il allait entrer dans l'histoire, devenir le leader qui avait osé défier l'Occident, le nouveau Nasser, le Boumedienne du XXIe siècle. Et si pour cela il devait s'allier avec les Russes, eh bien soit, après tout, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, comme le dit le vieux proverbe arabe que les stratèges du monde entier ont fait leur depuis des siècles. Le plan Karkarov fit un signe de tête autoritaire, impérieux, vers la table basse rectangulaire en verre fumé de fabrication italienne, au centre géométrique de la loge présidentielle, un meuble design aux lignes de curé qui jurait légèrement avec le style plus classique du reste de l'ameublement. D'une simple pression de son index manucuré sur l'écran tactile de sa tablette sécurisée, déclenchant une séquence programmée à l'avance avec le soin méticuleux caractéristique de l'efficacité russe, la surface opaque du verre s'illumina instantanément de l'intérieur grâce à un système de projection laser de pointe développé par les laboratoires militaires russes, projetant dans l'espace au-dessus de la table une carte holographique tridimensionnelle stupéfiante de réalisme de l'ensemble du bassin méditerranéen, depuis le détroit de Gibraltar à l'ouest jusqu'aux côtes du Levant à l'est, depuis les Balkans au nord jusqu'au Sahara au sud. Les continents flottaient dans l'air comme des fantômes luminescents, chaque relief, chaque chaîne montagneuse, chaque ville importante marquée par des points lumineux de différentes couleurs selon leur importance stratégique. C'était une merveille de technologie militaire que même les Américains ne possédaient probablement pas encore dans leur salle de commandement du Pentagone. « Regardez bien, Karim », ordonna Karkarov d'une voix basse, presque hypnotique, chargée d'une gravité solennelle qui transformait ce moment en une sorte de cérémonie initiatique, d'adoubement dans les arcanes secrets de la grande stratégie mondiale. Regardez avec la plus grande attention car ce que vous allez voir maintenant va changer votre compréhension du monde dans lequel nous vivons, va vous révéler les véritables lignes de force qui structurent la géopolitique contemporaine sous la surface trompeuse des discours officiels et des relations diplomatiques conventionnelles. C'est l'architecture cachée du nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux, le plan directeur du basculement historique de l'ordre international établi depuis 1945. Ce n'est plus le monde de Yalta et de Potsdam.
C'est un monde nouveau, brutal, darwinien, où seuls les audacieux survivront et prospéreront. Dans un premier temps, avec la lenteur calculée d'un prestidigitateur dévoilant progressivement son tour le plus spectaculaire, des lignes lumineuses d'un bleu électrique intense apparurent, serpentant à travers la Méditerranée comme des veines pulsant l'énergie vitale de l'Europe moderne, les gazoducs stratégiques qui constituaient les artères énergétiques du vieux continent. Le Transmed, cette gigantesque conduite sous-marine de 48 pouces de diamètre passant par la Tunisie avant de plonger dans les profondeurs de la mer Tyrrhénienne pour alimenter la Sicile, puis l'Italie continentale transportant annuellement plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz algérien qui chauffait des millions de foyers italiens. Le Medgaz, cette merveille d'ingénierie inaugurée en 2011, plongeant directement depuis la côte algérienne à Benissaf vers Almeria en Espagne, traversant 200 km de fond marin à plus de 2000 mètres de profondeur, alimentant la péninsule ibérique affamée d'énergie. Le Galci, encore en projet mais dont les études préliminaires étaient achevées, devant relier Skikda à la Sardaigne, puis à l'Italie centrale, promettant 8 milliards de mètres cubes supplémentaires. Tous ces tubes d'acier enterrés sous la mer, ces pipelines invisibles mais vitaux clignotaient maintenant en rouge vif, en rouge sang, en rouge alerte, symbolisant avec une clarté brutale la coupure imminente, l'étranglement énergétique programmé. C'était l'arme du froid, l'arme climatique, l'arme silencieuse mais infiniment plus destructrice qu'une bombe atomique, car elle frapperait des populations entières sans distinction, paralysant l'économie, semant la panique, déstabilisant les gouvernements, provoquant des émeutes, ressuscitant les vieux démons du fascisme et de la xénophobie que l'Europe croyait avoir exorcisés. Mais Karkarov, avec un sourire énigmatique qui creusait 2 fossettes dans ses joues rasées de près, effleura l'écran tactile de sa tablette avec un geste désinvolte, presque nonchalant, comme un chef d'orchestre levant sa baguette pour introduire un nouveau mouvement dans une symphonie, et la carte holographique se transforma radicalement, révélant une nouvelle dimension de la stratégie, une couche cachée du plan machiavélique. Une nouvelle strate de données stratégiques, encore plus inquiétante, encore plus vertigineuse dans ses implications, se superposa au tube de gaz qui continuait de clignoter en arrière-plan. Des flèches militaires épaisses, d'un orange vif agressif qui évoquait les flammes dévorantes ou le sang oxydé, des vecteurs d'attaque classiques dans les manuels de stratégie militaire, partaient des principales bases militaires de l'Est algérien que Saïdi connaissait intimement pour y avoir servi durant sa carrière, Constantine avec sa division blindée et ses escadrilles de Sukhoi, Annaba avec son port militaire en eau profonde capable d'accueillir des navires de débarquement amphibies, Tébessa avec ses dépôts de munitions souterrains creusés dans la roche durant les années 70, Ouargla avec sa base aérienne du désert d'où décollaient les drones de reconnaissance. Ces flèches convergentes, ces axes d'offensive, ces lignes de pénétration ne pointaient pas vers le nord, vers l'Europe méditerranéenne comme on aurait pu logiquement s'y attendre dans un scénario de conflit avec l'OTAN, mais vers l'est, inexorablement vers l'est. Vers la frontière tunisienne, cette ligne artificielle tracée par les colons français qui coupaient en 2 des tribus ancestrales, séparées des familles, divisèrent arbitrairement ce qui aurait dû rester uni dans le grand Maghreb arabe dont rêvaient les panarabistes. Saïdi se pencha instinctivement au-dessus de la table lumineuse, fasciné malgré lui par cette vision stratégique d'une audace folle, les mains crispées sur le bord chromé de la table, ses jointures blanchissant sous la pression, son souffle devenant plus court, son rythme cardiaque s'accélérant tandis que l'adrénaline recommençait à affluer dans ses veines. Il connaissait ses plans dans leurs grandes lignes, certes. Il avait participé à des dizaines de réunions clandestines dans des bunkers sécurisés au cours des 6 derniers mois, étudié des cartes d'état-major, validé des ordres de bataille, supervisé le déploiement discret de divisions entières vers les zones frontalières, sous couvert de manœuvres d'entraînement de routine. Mais les voir illuminés ainsi, matérialisés dans l'espace tridimensionnel avec une telle clarté numérique, une telle précision cartographique, une telle évidence visuelle, leur donnait une réalité terrifiante, presque tangible, transformait ces concepts abstraits discutés dans des salles de conférences enfumées en une réalité opérationnelle imminente qui allait faire couler le sang dans quelques heures à peine. Le corridor punique, murmura le général d'une voix rauque, étranglée, prononçant ces 2 mots chargés de résonance historique millénaire, comme on prononce une incantation magique ou une malédiction biblique. Exactement, confirma le Russe avec une satisfaction évidente, savourant visiblement ce moment de révélation stratégique, cette démonstration de la puissance et de la sophistication de la planification du Kremlin. Vous avez parfaitement compris l'essence de l'opération, mon ami. Le nom de code n'a pas été choisi au hasard par nos stratèges du GRU qui sont aussi des étudiants passionnés de l'histoire antique. Il fait référence aux guerres puniques à Carthage, à Hannibal traversant les Alpes avec ses éléphants pour frapper Rome au cure, à ces conflits titanesques qui ont remodelé tout le bassin méditerranéen il y a 2000 ans. Pendant que l'Europe grelottera dans le noir, privée de chauffage, privée d'électricité pour ses usines, ses hôpitaux, ses écoles, et tentera désespérément de négocier, de supplier, d'acheter à n'importe quel prix quelques mètres cubes de méthane pour éviter l'effondrement complet de son système économique,
et l'explosion sociale qui suivra inévitablement, ces satellites espions en orbite géostationnaire, ces fameux satellites de reconnaissance optique et radar KH-11 et Lacrosse, que la NSA et le NRO utilisent pour surveiller chaque centimètre carré de la planète, seront complètement aveugles, totalement impuissants à détecter vos mouvements de troupes au sol. Nous vous fournissons la couverture électronique totale, une bulle de brouillage électromagnétique absolument impénétrable générée par nos systèmes de guerre électronique Krasuka 4 et Murmansk BN que nous avons discrètement installés sur votre territoire ces 3 derniers mois. Leurs radars verront du bruit, leurs communications seront brouillées, leurs drones prédateurs et Reapers tomberont du ciel comme des mouches empoisonnées. Vous serez invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour réagir. Il zooma avec 2 doigts sur la frontière libyenne, agrandissant cette région qui était déjà depuis des années un territoire sans loi, un Far West contemporain où s'affrontaient des dizaines de milices, de tribus, de groupes terroristes, de mercenaires, où le pétrole coulait illégalement, où les armes proliféraient, où l'esclavage moderne avait ressurgi. La Tunisie, ce petit pays fragile, dirigé par des démocrates naïfs qui croient encore aux belles paroles occidentales sur les droits de l'homme et l'état de droit, tombera en 48 heures maximum, probablement même en 24 heures si nos prévisions sont correctes et que leur armée démoralisée ne résiste pas sérieusement. Une simple formalité militaire, une promenade de santé pour vos divisions blindées. Leur armée de 35 000 hommes équipés de matériel vieillissant ne fera pas le poids face à vos 120 000 soldats aguerris et à votre artillerie moderne. Tunis sera prise avant que la communauté internationale n'ait eu le temps de se réunir pour voter une résolution de condamnation symbolique à l'ONU. La Libye, elle est déjà depuis des années un terrain de jeu complètement ouvert, un laboratoire opérationnel pour nos mercenaires de Wagner qui ont établi des bases permanentes, contrôlent les champs pétroliers du croissant, forment des milices locales loyales, ont des accords secrets avec certains chefs de guerre, ont infiltré tous les groupes armés significatifs. Nous y faisons ce que nous voulons depuis la chute de Kadhafi que vous avez laissé lâchement tomber en 2011, à votre grande honte. Votre véritable objectif stratégique, celui qui justifie toute cette opération, celui pour lequel Moscou mobilise autant de ressources et prend autant de risques, est ici beaucoup plus à l'aise. Le doigt soigneusement manucuré de Karkarov, orné d'une chevalière massive en or blanc incrustée d'un rubis birman de la taille d'une amande, glissa lentement, théâtralement sur la surface holographique lumineuse, traversant le désert occidental égyptien, franchissant virtuellement le Nil sacré qui avait vu naître la plus ancienne civilisation de l'humanité, jusqu'à s'immobiliser précisément sur la frontière égyptienne, sur cette ligne cruciale où l'Afrique rencontre l'Asie, où 3 continents convergent dans une zone d'une importance géostratégique absolue. L'Égypte avec ses 110 millions d'habitants entassés dans la vallée du Nil, avec son armée de 450 000 hommes, qui est la plus importante du monde arabe, avec son aviation équipée de F-16 américains et de Rafale français, avec son rôle historique de leader naturel du monde arabe sunnite, avec son contrôle du canal de Suez par lequel transite 12% du commerce maritime mondial, et le verrou géostratégique, la clé de voûte de tout l'équilibre régional établi par les accords de Camp David de 1978. Et nous, Moscou et ses alliés dans cette entreprise titanesque de recomposition du Moyen-Orient, allons le faire sauter, pulvériser ce verrou, briser cette chaîne qui enserre la région depuis trop position du Moyen-Orient, allons le faire sauter, pulvériser ce verrou longtemps. Vos divisions blindées, entièrement réorganisées selon la doctrine de guerre moderne russe, équipées de nos nouveaux chars T-14 Armata de 4e génération, que même notre propre armée n'a pas encore déployé massivement, ces monstres d'acier de 55 tonnes avec leurs tourelles inhabitées contrôlées électroniquement, leur blindage réactif, malachite, leurs canons de 125 mm capables de tirer des missiles guidés anti-chars, leur système de protection active Ascanite, capable d'intercepter en vol les missiles anti-chars ennemis, ces machines de guerre que nous avons débarquées clandestinement en pièces détachées dans le port d'Oran, ces 6 derniers mois en les faisant passer pour du matériel agricole dans les manifestes douaniers, que vos ingénieurs militaires ont assemblés dans des hangars secrets sous la supervision de nos techniciens, ces T-14 qui vont stupéfier le monde par leur supériorité écrasante sur tous les chars occidentaux, formeront la mâchoire occidentale de la tenaille géante que nous refermons sur le Caire. Saïdi regarda les flèches oranges converger comme des tentacules prédateurs vers le Nil, ce fleuve nourricier qui avait vu défiler les pharaons, Alexandre le Grand, les califes arabes, Napoléon, les Britanniques, puis au-delà du delta fertile, vers la péninsule triangulaire du Sinaï, ce désert biblique où Moïse avait reçu les tables de la loi, ce territoire qui avait été 3 fois le champ de bataille des guerres israélo-arabes, cette zone tampon démilitarisée surveillée par les casques bleus qui séparaient l'Égypte d'Israël. Il réalisa soudain, avec une clarté éblouissante et terrifiante à la fois qui lui coupa littéralement le souffle, l'ampleur vertigineuse du projet dans lequel il avait été entraîné, l'échelle démesurée de cette conspiration géopolitique. Il ne s'agissait absolument pas seulement de restaurer la grandeur mythique de l'Algérie qu'avait incarnée Boumedienne dans les années 70, de punir symboliquement l'ancienne puissance coloniale française pour 130 ans d'occupation humiliante,
de renégocier plus favorablement des contrats gaziers, de gagner quelques points de pourcentage sur les royalties pétrolières. Non, c'était infiniment plus vaste, plus apocalyptique, plus délirant dans sa conception. Il était devenu, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte pleinement ou qu'il commence déjà à le regretter, un pion sacrifiable sur un échiquier dont les dimensions dépassaient tout ce qu'il avait imaginé, un échiquier biblique qui s'étendait de l'Atlantique au golfe Persique, qui impliquait des centaines de millions de vies humaines, qui risquait de déclencher la Troisième Guerre mondiale si les calculs russes s'avéraient erronés. Et la mâchoire nord de cette tenaille, demanda-t-il d'une voix blanche, étranglée, la gorge complètement sèche malgré le verre d'eau qu'il avait bu quelques minutes auparavant, sentant sa langue collée à son palais, son cœur tambouriné douloureusement contre ses côtes, ses mains tremblaient imperceptiblement. D'où viendra-t-elle? De la Turquie néo-ottomane d'Erdogan qui rêve de reconstituer l'Empire ottoman, de l'Iran chiite qui veut établir son croissant chiite jusqu'à la Méditerranée, d'un soulèvement coordonné des frères musulmans égyptiens que vous auriez infiltrés et armés, ou bien, il n'osa pas prononcer le nom comme si le simple fait de le dire à voix haute allait matérialiser un cauchemar trop horrible pour être contemplé, Karkarov éteignit la carte holographique d'un geste théâtral, presque méprisant, un mouvement sec du poignet, plongeant instantanément la pièce luxueuse dans une pénombre dramatique seulement troublée par la faible lueur orangée des lampes d'ambiance qui créaient des ombres dansantes et menaçantes sur les murs tendus de soie damassée. Laissez-nous nous occuper du plateau du Golan avec ses colonies israéliennes, de cette région stratégique que Tel Aviv occupe depuis 1967 et qu'ils ne rendront jamais volontairement. Karim, murmura-t-il avec un sourire carnassier qui révélait toute l'étendue cynique de la manipulation dont Saïdi était l'objet. Laissez Moscou et ses alliés dans cette région gérer cette partie infiniment délicate de l'opération qui nécessite une coordination parfaite, un timing millimétré, des complicités que vous ne pouvez même pas imaginer au plus haut niveau. Contentez-vous de rouler vers l'est avec vos divisions blindées, de balayer la résistance tunisienne, de traverser la Libye, de frapper l'Égypte par son flanc ouest le plus vulnérable où elle ne vous attend pas. Faites ce pourquoi nous vous avons armé, entraîné, financé. La route est grande ouverte devant vous. L'histoire vous appelle. Le destin frappe à votre porte. Saisissez cette chance unique ou regrettez-la éternellement. Le miroir du quotidien, Amina Oran profil. Amina Belkacem, institutrice laïque dévouée à sa vocation, 34 ans tout juste révolue depuis son anniversaire du mois dernier célébré modestement, avec ses collègues autour d'un thé à la menthe et de cornes de gazelle titulaire depuis 9 ans à l'école primaire publique Ibn Khaldoun, cet établissement vieillissant construit durant les années 70 dans un style fonctionnaliste brutal typique de l'architecture socialiste de l'époque boumédienne, situé dans le quartier populaire et grouillant de Sidi El Ouari à Oran, ce quartier historique aux ruelles étroites et pentues qui dégringole vers le vieux port où vivent entassés dans des immeubles décrépits des familles nombreuses de dockers, de petits commerçants, d'artisans, d'employés municipaux qui peinent à joindre les deux bouts malgré leurs 2 ou 3 emplois cumulés. La scène, la classe surchargée de CE2, cette salle rectangulaire de 40 mètres carrés aux murs jadis peints en jaune pâle, mais désormais écaillés et maculés de taches d'humidité brunâtre qui dessinaient des continents fantomatiques, au plafond haut d'où pendait un ventilateur oxydé qui ne fonctionnait plus depuis 3 ans faute de budget pour le réparer, bourdonnait de cette énergie particulière, électrique, difficilement maîtrisable des après-midi de juin, où les enfants fatigués par la chaleur accablante et la digestion du couscous de midi commencent à s'agiter sur leurs chaises inconfortables, à bavarder en chuchotant, à se passer des petits mots griffonnés, à lorgner vers la sortie et la liberté promise. Dehors par la fenêtre à guillotine ouverte au maximum dans l'espoir vain de créer un courant d'air salvateur, on devinait entre les toits de tuiles rouges des immeubles voisins le bleu profond, presque irréel, hypnotique de la Méditerranée qui scintillait sous le soleil implacable de l'après-midi, cette mer éternelle témoin de 3000 ans d'histoire humaine, de migration, de conquête, de naufrage, de rêves brisés et d'espoir renaissant, mais l'air marin chargé d'iode et de sel ne circulait paradoxalement pas dans la pièce confinée, comme bloqué par une chape de plomb invisible, laissant l'atmosphère étouffante, poisseuse, saturée de l'odeur mêlée de craie, de transpiration enfantine, de cahiers moisis et de ce parfum douceâtre caractéristique, des salles de classe bondées dans les pays chauds. Amina, vêtue d'une robe longue en coton bleu marine, qui dissimulait pudiquement ses formes, sans pour autant céder aux pressions croissantes, pour qu'elle porte le hijab qu'elle avait toujours refusé au nom de ses convictions laïques, héritées de son père instituteur lui aussi, ses cheveux châtains mi-longs, retenus en chignon désordonné, d'où s'échappaient des mèches rebelles collées à ses tempes par la transpiration, ses lunettes rondes à monture dorée glissant légèrement sur son nez fin luisant de sueur, effacer méthodiquement le tableau noir couvert de craie blanche avec une éponge humide qui laissait des traces grises, faisant disparaître dans un nuage de poussière calcaire qui flottait dans les raies de lumière, une équation arithmétique simple de soustraction, avec retenue qu'elle venait de faire réciter en chure à ses élèves 45-18, lorsque la porte de la classe en bois massif verni mais rayée, écaillée, marquée par des décennies d'usage, s'ouvrit brusquement, violemment, sans qu'on ait frappé au préalable,
sans qu'on ait demandé la permission d'entrer selon le protocole habituel qui voulait qu'on attende l'invitation de l'enseignant avant de pénétrer dans son espace pédagogique sacré. Le directeur de l'établissement, M. Kamel Brahimi, la cinquantaine bedonnante, normalement sanguin et jovial, entra d'un pas raide qui ne lui ressemblait pas. Il était suivi par le concierge de l'école, Ahmed, un homme taciturne d'une soixantaine d'années à la moustache grise tombante, qui portait péniblement un escabeau métallique pliant rouillé sous un bras et un carton lourd visiblement volumineux sous l'autre, avançant avec difficulté sous le poids de son chargement. Brahimi, d'ordinaire un homme excessivement bavard qui racontait des anecdotes interminables sur ses années d'études à Constantine, jovial jusqu'à l'excès, toujours prompt à la plaisanterie même douteuse, à la tape sur l'épaule, au long palabre dans son bureau autour de verres de thé brûlants servis dans des verres à motifs dorés, était aujourd'hui d'une pâleur cadavérique alarmante qui faisait ressortir les poches sombres sous ses yeux injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Il fuyait ostensiblement, presque pathétiquement le regard interrogateur d'Amina qui le fixait avec une inquiétude croissante, détournant systématiquement les yeux vers le sol carrelé, vers le plafond fissuré, vers les affiches pédagogiques accrochées au mur, vers n'importe quoi sauf elle, comme s'il avait honte, comme s'il portait un secret terrible qu'il ne pouvait ou ne voulait pas partager. Les enfants, on se lève immédiatement, aboya-t-il, d'une voix rauque, cassante, autoritaire qui contrastait violemment avec son ton habituellement doucereux et paternaliste, ce qui n'était absolument pas son genre, ce qui créa instantanément un malaise palpable dans la classe où même les élèves les plus turbulents, les petits terreurs du fond qui passaient leur temps à lancer des boulettes de papier mâché, sentirent confusément qu'il se passait quelque chose d'anormal, de grave, de définitif. Les 25 élèves, ces enfants de 8 et 9 ans au visage encore rond d'innocence, aux yeux brillants de curiosité naturelle, se levèrent dans un fracas assourdissant de chaises en bois qui raclèrent bruyamment le carrelage écaillé, créant une cacophonie métallique qui résonna douloureusement dans la pièce, certains renversant leurs trousses qui s'écrasèrent au sol en dispersant stylos, gommes et crayons de couleur dans toutes les directions. Sans un mot d'explication pour l'institutrice médusée qui se tenait figée devant le tableau, la bouche entr'ouverte sur une question qui ne sortit jamais, l'éponge humide encore à la main goûtant sur le sol, sans même un regard de courtoisie professionnelle vers cette collègue qu'il connaissait depuis 9 ans, avec qui il avait partagé des centaines de pauses café dans la salle des professeurs exiguës en fumée, le directeur Brahimi fit sèchement signe de la tête au concierge d'un geste impérieux qui ne souffrait aucun délai. L'homme monta péniblement sur l'escabeau branlant qui grinça dangereusement sous son poids, atteignit avec difficulté le mur au-dessus du tableau noir où trônait depuis 5 longues années le portrait officiel encadré du président souriant de toutes ses dents blanches, ce visage paternel et rassurant qui avait accompagné des milliers d'heures de cours, de récitations, de dictées, de problèmes de mathématiques, cette figure tutélaire censée incarner la continuité républicaine et la stabilité institutionnelle, et le décrocha sans ménagement particulier de ses 2 crochets rouillés fixés dans le plâtre, laissant apparaître 2 trous béants et un rectangle plus clair sur le mur jauni par le temps et la fumée des cigarettes que certains enseignants fumaient en cachette, puis le laissa tomber négligemment, presque avec mépris par terre dans un bruit mat et inquiétant de verre brisé qui fit sursauter plusieurs enfants du premier rang, le cadre se fracturant en plusieurs endroits, la vitre se fendillant en étoiles, le visage souriant du président déchu disparaissant, face contre le carrelage sale dans une position pathétique d'objet rejeté, désacralisé, devenu soudainement un déchet encombrant dont personne ne voulait plus. À la place du rectangle livide qui semblait maintenant béant comme une blessure ouverte sur le mur, le concierge accrocha avec des gestes lents, solennels, presque rituels, un cadre manifestement plus large, plus imposant, plus lourd, aux bordures dorées tape à l'aile d'un mauvais goût ostentatoire qui jurait avec la sobriété républicaine de l'ancien portrait, un cadre qui évoquait davantage les icônes religieuses byzantines ou les portraits des dictateurs mégalomanes qu'on voyait dans les documentaires sur la Corée du Nord ou l'Irak de Saddam Hussein. Le visage sévère, dur, impitoyable du général Karim Saïdi, photographié en grand uniforme d'apparat vert olive couvert de décorations militaires scintillantes, ses 3 rangées de médailles bien visibles sur son torse bombé, sa casquette galonnée vissée sur son crâne à l'angle réglementaire parfait, son regard noir perçant qui ne oscillait jamais fixant, l'objectif avec une intensité presque hypnotique, dominait désormais tyranniquement la salle de classe de ses dimensions impressionnantes. Le portrait devait faire au moins 80 cm de large sur 1 mètre de haut. Ses yeux impénétrables, froids comme l'acier d'une lame, semblaient scruter, juger, condamner, semblaient fixer chaque enfant individuellement où qu'il se trouve dans la pièce grâce à cette technique photographique particulière du regard frontal qui crée l'illusion troublante d'être observé en permanence, cette technique utilisée par tous les régimes totalitaires pour installer une surveillance panoptique symbolique dans chaque espace public et privé. Distribution immédiate, obligatoire, non négociable, marmonna Brahimi d'une voix éteinte, vaincue, celle d'un homme brisé qui exécute des ordres qu'il réprouve dans son fort intérieur, mais qu'il n'a pas le courage de contester ouvertement en poussant sans délicatesse le carton volumineux et lourd vers le bureau en bois verni d'Amina qui vacillait légèrement sous l'impact, renversant le pot à crayon en terre cuite qui roula bruyamment.
Nouveau programme d'enseignement validé hier soir par le ministère de l'Éducation nationale restructuré. Application obligatoire et effective dès demain matin 1er heure, sans aucun délai de mise en œuvre, sans aucune période de transition, sans aucune formation préalable des enseignants. L'inspection pédagogique passera vérifier la conformité de vos cours dans les prochains jours sans préavis. Toute déviation, toute résistance, tout manquement sera sanctionné. C'est clair, la chute, une fois le directeur sorti précipitamment de la classe comme un voleur fuyant les lieux de son crime, suivi du concierge qui traînait l'escabeau et l'ancien portrait des Ormen, relégué au rang de déchets historiques, la porte refermée derrière eux avec un claquement définitif qui résonna comme un couvercle de cercueil, un silence de mort, lourd, épais, suffocant, presque physiquement tangible régna dans la classe d'ordinaire bruissante d'activité et de vie enfantine. Les 25 élèves, même les plus indisciplinés, les plus bavards, les plus turbulents comme Karim qui passait son temps à faire le pitre et à imiter les professeurs, se tenaient debout derrière leur pupitre en bois rayé, figés comme des statues de sel, les yeux écarquillés oscillant nerveusement entre le nouveau portrait menaçant qui les dominait de sa présence oppressante et leur institutrice adorée dont le visage habituellement souriant et chaleureux s'était transformé en un masque de cire blanche, vidé de toute couleur, de toute expression, de toute vie. Amina, les mains tremblantes, incontrôlablement non pas à cause du froid, puisqu'il faisait une chaleur étouffante, mais à cause du choc émotionnel, du traumatisme psychologique de ce qu'elle venait de vivre, ses doigts fins couverts de cette poussière blanche, collante, irritante de craie qui s'incrustait dans les pores de la peau, sous les ongles, dans les plis des articulations, cette craie qu'elle retrouverait sur ses vêtements le soir en rentrant chez elle, et qui était devenue au fil des années la marque corporelle de son métier, cette stigmatisation physique de sa vocation d'enseignante, ouvrit le carton volumineux avec des gestes lents, hésitants, comme si elle redoutait de découvrir un serpent venimeux ou une bombe à retardement à l'intérieur. L'odeur âcre chimique, agressive, presque toxique de l'encre d'imprimerie fraîche, cette odeur caractéristique des livres qui viennent de sortir tout juste des rotatives, industrielles et qui n'ont pas encore eu le temps de sécher complètement, lui sauta violemment au visage, lui brûlant les narines, lui soulevant le cure, provoquant une grimace involontaire de dégoût physique. C'étaient des manuels d'histoire flambant neufs, empilés en piles parfaitement alignés au cordeau dans le carton, leur couverture cartonnée rigide encore immaculée, non annotée, non écornée, 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 bassez-moi ce mousseau dont l'annonce tellement qu'elle faillit le laisser tomber, le saisit fermement, le soupçon il était plus lourd, plus épais que les anciens manuels qu'elle utilisait depuis des années et dont elle connaissait chaque page, chaque illustration, chaque exercice par sûr. La couverture glacée au toucher, imprimée en quadrichromie avec des couleurs criardes, agressives, montrait une carte stylisée de l'Algérie représentée comme un soleil rayonnant de traits lumineux dorés qui irradiait dans toutes les directions, une Algérie disproportionnée, hypertrophiée, dominant visuellement tout le Maghreb et une partie de l'Afrique subsaharienne, représentée en gris terne, entourée de manière inquiétante d'épées stylisées dressées verticalement formant une couronne d'armes menaçantes, de sabres courbés évoquant les conquêtes islamiques médiévales, de lances, de flèches pointées vers l'extérieur dans toutes les directions comme pour signifier une posture défensive et agressive à la fois, une volonté de conquête, une glorification de la violence militaire comme instrument de politique nationale. Le titre en lettres capitales rouges sans hurlet, Histoire de l'Algérie combattante programme du renouveau national année 1992-1993. Elle feuilla l'ouvrage fébrilement, nerveusement, ses doigts maladroits tournant les pages épaisses trop rapidement, cherchant désespérément ses repères habituels, les chapitres familiers qu'elle avait enseignés année après année avec passion et conviction, essayant de retrouver cette structure rassurante, cette progression pédagogique logique qu'elle maîtrisait parfaitement. Page 42, précisément la page qu'elle avait cornée la semaine dernière en préparant son cours du lundi suivant. Le chapitre qu'elle devait aborder avec ses élèves dans exactement une semaine, ce chapitre qu'elle aimait particulièrement enseigner, intitulé « La paix et les échanges en Méditerranée, dialogue entre les civilisations », un chapitre qui présentait les interactions commerciales, culturelles, scientifiques entre les peuples méditerranéens à travers l'histoire, qui montrait les influences réciproques entre l'Andalousie musulmane et l'Europe chrétienne, les échanges de savoir entre mathématiciens arabes et savants européens, les routes maritimes qui reliaient plutôt que ne séparaient les peuples, les mariages dynastiques, les traités de paix, tout ce qui construisait des ponts plutôt que des murs, avait purement et simplement disparu, effacé, gommé de l'histoire, comme s'il n'avait jamais existé, victime d'un trou noir mémoriel, d'une amputation brutale du savoir. À la place, occupant exactement les mêmes pages 42 à 58, en caractères gras et rouges, qui semblaient saigner sur le papier blanc immaculé, en lettres capitales agressives de 2 cm de haut impossible à ignorer, s'étalait un nouveau titre qui lui glaça littéralement le sang dans les veines, qui lui donna la nausée, qui lui fit monter les larmes aux yeux,
le grand combat contre l'Occident décadent, devoir sacré et sacrifice héroïque de la jeunesse algérienne. Les illustrations qui accompagnaient ce nouveau chapitre de propagande militariste grossière n'avaient plus rien à voir avec les cartes géographiques neutres et les photographies documentaires en noir et blanc des anciens manuels. Elles montraient dans un style graphique agressif proche de l'affiche de propagande soviétique ou maoïste des navires de guerre algériens fendant les flots, leurs canons pointés vers un horizon menaçant, des sous-marins émergeant des profondeurs comme des monstres préhistoriques, des avions de combat suécois déchirant le ciel en formation serrée laissant des traînées de condensation tricolore vert-blanc-rouge du drapeau algérien, et surtout cette image qui lui brûle à la rétine comme un fer rouge, des soldats héroïsés, musclés, virils, immortalisés dans des poses dynamiques de combattants victorieux, le poing levé, le fusil d'assaut Kalachnikov brandi, vers le ciel dans un geste de triomphe, marchant d'un pas conquérant, implacable sur des ruines fumantes qui évoquaient clairement des villes européennes bombardées. On distinguait une tour qui ressemblait vaguement à la tour Eiffel, effondrée, un colisée en flammes, une cathédrale gothique éventrée foulant au pied des drapeaux français, italiens, espagnols déchirés et piétinés dans la boue. Amina releva lentement la tête comme au ralenti, comme si elle portait soudainement un poids de plomb sur la nuque, le manuel maudit serré contre sa poitrine qui se soulevait rapidement tant sa respiration était devenue courte, haletante, presque asthmatique. Elle croisa le regard innocent, confiant, totalement ignorant des implications terrifiantes de ce moment historique du petit Sofiane Ben Ali, 8 ans à peine, le plus jeune de la classe car il avait sauté une année tant il était précoce et brillant, qui mâchouillait distraitement son stylo Bic bleu au premier rang, assis derrière son pupitre trop grand pour lui, ses jambes maigres ne touchant même pas le sol, se balançant dans le vide comme celles d'un pantin désarticulé. Il lui souriait avec cette candeur désarmante, des enfants qui n'ont pas encore appris la cruauté du monde, ses dents de lait encore espacées brillant dans la lumière poussiéreuse, ses yeux noirs pétillants d'intelligence et de curiosité naturelle, ses cheveux noirs bouclés en bataille retombant sur son front où perlait la sueur, portant comme toujours son pullover vert délavé trop grand hérité de son grand frère parti, travaillait en France, confiante absolument en elle, en son institutrice bien-aimée qui lui avait appris à lire, à compter, à réfléchir, à poser des questions, à douter, à chercher la vérité. Elle sentit une nausée violente, irrépressible, physique lui tordre brutalement l'estomac, lui remonter dans le sophage comme une coulée de lave acide, brûlante, lui remplir la bouche d'un goût amer de bile. Elle porta instinctivement sa main libre à ses lèvres pour contenir le vomi qui menaçait de jaillir. Elle ne voyait plus des élèves innocents devant elle, ces enfants qu'elle chérissait comme s'ils étaient les siens propres, ces petits êtres humains en formation à qui elle transmettait non seulement des savoirs, mais aussi des valeurs de tolérance, de paix, d'humanisme, de respect de l'autre dans sa différence. Non, dans une vision d'horreur prophétique qui s'imposa à elle avec la force brutale d'une révélation mystique terrifiante, elle voyait maintenant de la chair à canon en devenir, en gestation, des futurs soldats de 18 ans qu'on enverrait mourir dans des guerres absurdes orchestrées par des vieillards mégalomanes assoiffés de pouvoir, des corps déchiquetés par des obus, des cadavres alignés dans des morgues improvisées, des mères en noir hurlant leur douleur devant des cercueils drapés du drapeau national, des vies gâchées, annihilées, sacrifiées sur l'autel de la folie nationaliste. Elle referma le livre lentement, très lentement, avec une douceur infinie, presque religieuse comme on ferme délicatement, respectueusement le couvercle d'un cercueil miniature contenant le cadavre de l'innocence, de l'espoir, de l'avenir, avec ce sentiment insupportable, écrasant qu'elle venait d'assister impuissante à l'assassinat programmé d'une génération.